Ici, on est donc dans la section qu'on a dédiée à ruines. Alors, je reviendrai sur la répartition des œuvres en fonction des sections, mais justement, comme on est dans cette espèce de dialogue entre, d'un côté, un paysage extrêmement construit, patrimonialisé, dont s'est emparé, on peut dire, la volonté de savoir des hommes, et puis d'un autre côté, ce qui va lui échapper, ou ce qui va être mis de côté, ce qui va rester hors champ. Ici, on a un bel exemple de ce qui reste hors champ, hein, presque un peu en continuité du tableau qu'on a vu à l'entrée. Il s'agit d'un village espagnol, qui a été dévasté pendant la guerre civile, et ce village n'a pas été du tout patrimonialisé. Donc en fait ce village reste à l'état de ruine, hein, alors que dans la même région, vous avez un autre village, ce village s'appelle Rodel, et dans la même région, vous avez un autre village qui s'appelle Belchite, et qui lui a été patrimonialisé, un peu comme pour ceux qui connaissent Oradour-sur-Glane, pour d'autres raisons complètement, mais qui a été patrimonialisé, alors que celui-ci, et donc patrimonialisé, ça veut dire qu'il y a aussi les touristes qui viennent, hein, alors que celui-ci est perdu est justement perdu dans cette région. Donc le village de Rodel, à côté duquel, donc à côté de ces ruines, il y a un nouveau village qui a été construit et qui est habité et qui a sa propre vie. Alors, ces quatre tableaux, hein, évidemment, on voit ici que leur progression permet de se rapprocher de ce tas de pierres qu'il y a tout au bout, hein, en passant par une première vue d'ensemble où il y a un certain nombre de marques, on peut dire, de la civilisation, les pylônes, un petit peu plus loin le pont, hein, et qu'à côté de ce pont, à côté de cette civilisation, eh bien, sont posées, hein, ces ruines d'un village dévasté pendant la guerre civile. On a un peu l'inverse principalement avec ce tableau, ce tirage photographique d'Oradour-sur-Glane, l'inverse du village de Rodel. Ici, avec Oradour-sur-Glane, on a, donc pour rappeler qu'effectivement c'est un village qui, le 10 juin 1944, a été dévasté par des bataillons de la SS et qui a assassiné l'ensemble de ses habitants, fusillés, brûlés dans l'église, et qui ont fait sauter l'ensemble des bâtiments du village. Et le village a été gardé tel quel depuis après la guerre, et conservé comme tel. Alors l'un des paradoxes, évidemment, qui est contenu dans cette question du paysage de mémoire, c'est une espèce de construction d'un temps éternel. Oradour-sur-Glane est suspendu dans le temps, patrimonialisé en tant que ruine. Ça veut dire que la ruine ne va pas se détériorer, mais on va la maintenir dans son état de détérioration. Et donc c'est une marque du temps, mais une marque du temps qui est paradoxale, puisque c'est une marque du temps suspendue dans une sorte d'éternité mémorielle qui vient commémorer et rendre hommage aux victimes. Hein. Donc là aussi, on voit qu'effectivement, on n'est pas dans un rapport historique à une action qui aurait pu être menée par des combattants, mais ceux qui ont mené l'action sont des criminels, et ceux qui l'ont subi sont effectivement les victimes qui sont au cœur de la patrimonialisation du village d'Oradour-sur-Glane. Et ce village-ci, et aussi, correspond à une forme de paysage qui existe pour les visiteurs. Hein. Alors les visiteurs qui viennent effectivement découvrir le site, mais aussi, et à l'évidence depuis que le phénomène du tourisme mémoriel existe, qui viennent pour faire du tourisme, hein, sur ces lieux, ce qu'on appelle le tourisme de mémoire, ou le tourisme, le dark tourism en anglais.
Donc on a l'inverse symétrique, pourtant ruine face à ruine, l'inverse symétrique du village de Rodin en Espagne, où ici, alors l'idée sur la photographie de cette ombre, c'est un petit peu comme la flèche du temps, mais flèche d'un temps qui serait arrêtée par la mémoire, donc une sorte d'éternité, mais complètement artefactuelle de la mémorialisation. Très différente, et ça peut renvoyer aussi à la question de pourquoi telle représentation ici plutôt que dans une autre section. On a ici un autre type de ruine, et qui est désigné par les photographes qui l'ont saisi comme ruine vivante. Alors, ruine vivante, pourquoi? C'est parce qu'en fait, ces bunkers qu'il y a sur les plages de Normandie, qui ont été le théâtre du débarquement du 6 juin 1944, eh bien ces bunkers, ils bougent. Ils bougent en fonction de, évidemment, les glissements de terrain, et celui-ci notamment qui a dû descendre, tomber après un affaissement du bord de la falaise. Et donc ça pose une autre question. C'est la question de la façon dont le paysage de mémoire est mouvant. Le mouvement qui anime le paysage de mémoire échappe en partie à la volonté des hommes, puisque c'est les mouvements de terrain, donc les mouvements de la nature. Et c'est la façon dont, d'une certaine manière, on a aussi un dialogue, un autre dialogue entre la nature, qui va échapper au paysage, mais qui va être partout, et la façon dont ces restes, dont ces ruines, peuvent y être intégrés, et finalement être naturalisés par le mouvement même des terrains et aussi des saisons, en fonction des marées en l'occurrence, puisqu'on voit quelquefois des bunkers qui disparaissent complètement dans le sable.